Je ne sais pas si vous saisissez l'ironie de la situation, mais je m'apprête à filmer ma pile à lire de l'automne tout en chassant la horde de moustiques qui s'est donné le mot pour me piquer les jambes depuis que j'ai allumé la caméra. Hello mes petits yaourts à la citrouille, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui fait partie de celles que je préfère filmer dans l'année, à savoir ma pile à lire pour l'automne, mais plus spécialement ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous débarquez tout juste dans la sphère littéraire, le Pumpkin Autumn Challenge, c'est un challenge de lecture organisé par Gimoz pour la 8e année consécutive qui a pour projet, pour principe de nous immerger et de profiter au maximum de l'ambiance si particulière, si spéciale de transition qu'est l'automne. Je vous laisserai bien entendu ces vidéos, les articles de ces blogs. N'hésitez pas à aller consulter tout ça si vous voulez avoir toutes les modalités. Sachez seulement qu'en termes parfaitement pratiques, le challenge commence le 1er septembre et se termine le 30 novembre et qu'une fois n'est pas coutume, cette année encore, ma pile à lire est beaucoup trop imposante et gargantuesque pour le temps imparti. Je vous montre tout ça? C'est parti! Nous allons commencer par la présentation du menu emblématique phare du tableau principal de cette édition 2024, à savoir l'automne crépusculaire, et ouvrir le bal avec la toute première sous-catégorie qui s'intitule le règne des phalènes et dont les mots-clés sont âme, vie, mort, messager, magie, transformation, ombre, animal et nocturne. Si avec tout ça on n'arrive pas à trouver chaussures à notre pied, c'est sans doute que les challenges littéraires c'est juste pas notre truc. Vous allez sans doute très rapidement remarquer que pour chaque sous-catégorie j'ai essayé de choisir un roman minimum et un graphique. Dans cette optique, j'ai associé au règne des phalènes un tout petit essai qui s'appelle C'est pas la mort, signé par Patrice Van Hersel, qui explore le phénomène des morts imminentes. L'idée c'est d'appréhender, de tourner autour de ce mystère soulevé par les personnes qui reviennent d'une expérience de mort imminente et qui racontent avoir aperçu quelque chose, avoir saisi quelque chose de parfaitement insaisissable, le tout au travers de témoignages mais aussi de réflexions plus scientifiques. Et toujours en tournant autour des mots-clés de l'âme, de la vie, de la mort, des métamorphoses, du messager, j'ai glissé le manga Les Récits d'Obana, qui est un recueil d'histoires courtes autour d'un charpentier, d'un artisan, d'un menuisier qui retape les maisons mais qui a aussi la capacité très particulière d'apercevoir les fantômes et de pouvoir les aider à traverser. Ce qui fait de lui en gros votre homme à tout faire puisqu'il est capable de vous aider à faire les travaux nécessaires dans votre maison mais aussi à débarrasser les esprits qui y vivent. La patte graphique me parle tout spécialement et quoi de mieux que l'automne et cet espace transitoire entre la vie et la mort avec la Toussaint, Halloween, le sabbat pour découvrir ce manga. La deuxième sous-catégorie est extrêmement poétique avec un titre évocateur et prometteur puisqu'il s'intitule Voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Les mots-clés qui y sont associés c'est le romantisme, la poésie, le lyrisme, le mystère, le rêve, le cauchemar, l'émotion et le vague à l'âme. Là je me suis concentrée principalement sur la poésie, le lyrisme, l'émotion et le vague à l'âme avec un recueil de poésie qui me semble quand même être tout indiqué, à savoir Les Ronces de Cécile Coulon qui sont publiées aux éditions du Castor Astral, ainsi que le tome 5 d'Ocean Rush, une série de mangas que je vous recommande infiniment puisqu'on va y suivre le parcours d'une femme d'une 60aine d'années tout juste veuve qui suite à une rencontre qui va bouleverser sa vie va décider de se réinscrire à la fac pour devenir réalisatrice. Et croyez-moi sur parole, si vous cherchez des réflexions métaphysiques qui tournent autour de la création, du sens à accorder à la vie, de ce feu brûlant d'apporter quelque chose à l'existence ou de simplement se rapprocher de personnes qui partagent la même passion, Ocean Rush est fait pour vous. Quant au recueil signé par Cécile Coulon, il est vrai que je me suis pas arrêtée sur son cas, mais vous savez peut-être que j'ai essayé de lire son tout dernier roman. J'ai adoré la plume, j'ai été hypnotisée par cet incipit ronflant, ronronnant, magnifiquement ciselé, mais que la suite m'a tellement moins convaincue que j'ai fini par renoncer à la lecture, tout en me jurant d'essayer de la découvrir par le biais de la poésie, parce que si c'est vraiment pour son style que je l'aime et qu'elle me parle et qu'elle me touche, je suis persuadée que c'est le meilleur moyen que la rencontre se fasse.
La prochaine sous-catégorie est sans doute l'une de celles qui m'a le moins inspirée, je le reconnais, mais je suis assez contente des biais que j'ai fini par imaginer. Elle s'intitule La chute de l'or ailé et les mots-clés qui y sont rattachés sont ange, déchu, éthéré, prophétie, mémoire, roman choral, fleurs, envoûtant et évanescent. Contrairement à ce que cette énumération pourrait laisser croire, je n'ai pas du tout abordé la chose par le biais fantastique ou fantasy, je suis restée extrêmement terre à terre en tournant plutôt autour de cette notion de mémoire, de déchéance, de chute, ce qui me permet de faire glisser au passage un titre de ma pile à lire d'été non lu vers celle de l'automne, à savoir Les étoiles s'éteignent à l'aube de Richard Vagamez, l'histoire de ce fils qui va accompagner son père pourtant totalement absent et alcoolique vers son dernier voyage. Celui-ci est malade, il vient frapper à sa porte pour qu'il l'accompagne mourir en haut de la montagne selon la tradition de son peuple, et j'ai voulu tourner autour de cette notion de mémoire, de tradition, de déchéance, mais aussi de reconstruction, d'accompagnement avec la figure de l'ange qui pardonne, qui ne juge pas, qui est là pour accompagner, pour guider. Et je me suis dit que cet entre-deux, entre père et fils, entre tradition et réalité, pouvait tout à fait rentrer en résonance. Pour le graphique sélectionné, je vous l'accorde, il faut tirer un petit peu plus fortement sur le fil pour voir le rapport, mais j'ai décidé de lire No Reaction de Keigo Shinzo, l'auteur à qui on doit l'extraordinaire série Hirayasumi, mais aussi la trilogie complètement barrée de Tokyo Alien Bro, entre autres. Et ce que j'aime tout particulièrement avec cet auteur, c'est qu'il peut voyager entre le sublime et le grotesque, entre des personnages complètement paumés qui semblent n'avoir aucun objectif dans la vie, qui ne travaillent pas, qui sont des figures de losers dans le sens purement traditionnel, voire même littéraire. On pourrait dire que ce sont complètement des anti-héros. Et pourtant, on a l'impression qu'ils ont capté, saisi quelque chose de l'existence qui nous reste un peu inaccessible parce qu'ils arrivent à toucher du doigt le bonheur, la satisfaction, la félicité, même s'ils vivotent, même s'ils sont quand même en quête de sens, un peu paumés. Donc je me suis dit qu'un recueil d'histoires courtes signé de sa patte fonctionnerait très bien avec toujours ces figures si intéressantes, si vulnérables et pourtant presque divinement sublime dans tout ce qu'elles ont de plus simple et de plus éclairant. Et en plus de ça, dans ce recueil, il y a une part d'autobiographie avec un récit d'hospitalisation de l'auteur, ce qui prend au pied de la lettre le terme mémoire. Et puis de toute façon, en attendant le tome 7 d'Hirayasumi, on n'a jamais assez de Keigo Shinzo dans notre vie. On passe à la dernière sous-catégorie de ce premier menu qui s'appelle le crépuscule des Cides, qui nous offre encore une belle panoplie de mots-clés avec des termes comme elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Avec le roman que j'ai choisi d'y associer, je me suis concentrée uniquement sur le mot-clé démon, puisque j'ai bien l'intention de lire Boucher de Joyce Carol Oates, que je vous ai présenté dans ma vidéo des sorties de la rentrée littéraire qui me faisait très envie, puisque ce texte va se concentrer sur une histoire vraie d'un médecin qui devrait être interdit d'exercer, qui pourtant va être expulsé dans un établissement quelconque pour qu'il puisse continuer à exercer ses fonctions et à mener ses recherches. Recherches qui ne font aucun cas de ses patients, de leur bien-être, de leur intégrité physique. Et c'est un récit glaçant qui porte extrêmement bien son titre, documenté, fouillé. Je sens que ça va être terrible, et en termes de figure démoniaque qui fait le mal, qui est l'incarnation même de l'enfer sur terre, je crois qu'on est pas mal. Et histoire de retomber en pression après cette lecture qui promet d'être assez éprouvante, je vais lire Le cœur de Kandrakar, le remake, modernisation, réinterprétation de la série de BD Witch, que vous avez peut-être lu dans votre enfance ou adolescence si vous êtes de la même génération que moi. Je ne vous ferai pas l'affront d'un résumé, mais si vous ne connaissez pas du tout, sachez que c'est une histoire de 5 amis qui vont se voir dotés de pouvoirs liés à un élément en particulier. C'est totalement un scénario de Magical Girl avec des scènes de transformation, des costumes, des paillettes partout, non peut-être pas des paillettes mais en tout cas du glamour, du néon, des petites ailes, et j'ai été très curieuse de voir ce que pouvait donner une version des années 2020 avec ce type d'histoire. Nous entrons enfin dans le deuxième menu qui est également mon préféré de tout le challenge depuis sa création. Il est emblématique, il est réconfortant, il s'agit de Automne, douceur de vivre, et la toute première sous-catégorie de cette année s'intitule Take Care of Cinnamon Homes et se concentre autour des mots-clés de l'automne, de la tendresse, du foyer, de la famille, de la singularité, de la dimension cosy et de la gourmandise. Et dans la mesure où c'est l'un de mes menus préférés, ce n'est pas non plus étonnant que ce soit là que le plus de livres soient concentrés, puisque pour cette seule sous-catégorie, j'ai inclus 2 romans et 4 mangas.
Le premier roman que je vous présente dans cette sous-catégorie, c'est Ready or Not, qui est écrit par Cara Baston. C'est une romance contemporaine VO dans laquelle on va suivre le trope très choupi d'amis qui deviennent amoureux, puisqu'on va suivre l'histoire d'Eve, une jeune femme qui va tomber enceinte suite à un coup d'un soir sans aucun lendemain et qui va être épaulée, accompagnée par son meilleur ami de toujours. Et cette situation complexe et totalement inattendue va servir de terreau très fertile à nos deux protagonistes pour y faire pousser des sentiments jusque-là inconnus. Toujours en quête de douceur, de lumière, de cosy, de gourmandise, je vais également lire bien évidemment Saga et Sable d'Oz qui est écrit par Travis Baldree. C'est le préquel de Legends End Latte, mais je ne vous apprends rien parce que ce livre a énormément circulé et fait parler de lui sur les réseaux sociaux ces derniers mois. Et dans ce tome en particulier, on va retrouver Vive une vingtaine d'années avant les aventures de Legends End Latte, quand elle va se retrouver dans un bled et embarquée dans la création d'une librairie, tout ce qu'il y a de plus cosy. Pour rendre hommage à la dimension gourmande et réconfortante de cette sous-catégorie, j'ai dégainé 3 mangas qui parlent de cuisine, de bouffe, à commencer par le tome 5 de Today's Burger, publié aux éditions Soleil Manga. Vous savez que c'est l'une de mes plus belles surprises en termes de graphique de cette année, parce que cette série donne fin à nous permettre d'apprendre plein de choses sur l'histoire du burger, de bon nombre de recettes, mais aussi d'anecdotes passionnantes sur le développement et l'exploitation très différente d'un pays à l'autre de ce type de cuisine. Passionnant, gourmand et instructif, le combo idéal. Le deuxième manga gourmand que je dégaine, c'est La Maison des Maiko, le premier tome, qui est encore sous blister. Les Maiko, si vous ne le savez pas, ce sont les geishas en devenir et c'est un récit tranche de vie sur une jeune femme qui va se retrouver dans une maison de Maiko à prendre soin de ses pensionnaires. Ça tourne énormément autour de la cuisine et des traditions nippones. Je sens que ça va être un régal. Autre récit culinaire qui a en plus l'avantage de cocher le mot-clé famille avec Couteau et Piment Vert, le premier tome qui nous plonge dans le Japon des années 50 autour du mariage plus ou moins arrangé, plus ou moins forcé de 2 familles à travers 2 personnes qui vont quand même réussir à s'apprivoiser au travers de la cuisine. Et je m'offre une petite incartade manga hors cuisine mais qui surfe à fond sur la famille, le cosy, la lumière avec l'histoire de Papa et moi, un petit boys love comme je les aime avec un couple qui a adopté un enfant. Les dessins sont choupis en diable et en général je suis très friande de ce type de récit. Il suffit de regarder l'illustration de la C4 que je trouve absolument adorable et poupie en diable pour savoir qu'on va passer un bon moment, non ? J'ai également été pas mal inspirée par la deuxième sous-catégorie de ce menu qui s'intitule La délicieuse malaventure de Sadima, une référence totalement assumée au roman de Flor Vesco, ce qui explique d'ailleurs que j'y ai glissé le graphique d'Or et d'Oreiller, l'adaptation du roman de Flor Vesco signé par Mayeline Gust et qui coche absolument tous les mots-clés qui sont le conte, la réécriture, l'adolescence, le féminisme, la déconstruction et le genre. Les romans tapent peut-être un poil moins juste, mais je suis quand même assez fière de ma sélection, puisque dans le cadre du féminisme, de la déconstruction, du genre, et même une forme de réécriture, mais plus biblique cette fois, j'ai choisi 11%, publié aux éditions Gallmeister, qui est une dystopie féministe complètement décalée à la tonalité résolument pince sans rire et grinçante, qui nous permet d'explorer un monde futuriste dystopique, plus ou moins, dans lequel la plupart des hommes ont été éradiqués, seuls 11% sont maintenus en vie pour le seul plaisir féminin, et j'ai bien envie de voir ce que cette matriarchie du futur a à nous raconter. Et si on se concentre plus précisément sur l'aspect réécriture, conte, légende, mais aussi déconstruction et genre, alors je peux glisser les doigts dans le nez et sans aucun scrupule Gwen and Art Are Not in Love. C'est un roman signé par Lex Croucher et qui est une réécriture des légendes arthuriennes queer, puisque Guenièvre et Arthur ne s'entendent pas particulièrement, mais surtout ils sont amoureux pour l'une d'une chevaleresse et pour l'autre par le frangin de la princesse elle-même. J'ai encore 3 romans au compteur de la prochaine sous-catégorie qui s'intitule CAD. Je suis contente d'être tombée de cet arbre qui est une référence directe et limpide à Lightfall de Tim Probert publié aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est la raison pour laquelle j'ai bien l'intention d'acheter et de lire le 3e tome de la saga pour le pan purement graphique de cette sous-catégorie. Et en termes de romans, comme je vous le disais, il y en a donc 3, à commencer par You Again qui est écrit par Kate Goldman
Goldbeck et publié aux éditions Hauteville. Je vous l'ai présenté dans mon dernier unboxing sur Instagram, mais aussi dans ma vidéo de la rentrée littéraire, puisque c'est une réécriture plus ou moins assumée et modernisée de quand Harry rencontre Sally, avec deux personnages qui ne peuvent pas s'encadrer, mais qui, au fil des années et de leur rencontre, vont finir par nouer un lien d'amitié très fort et assez honnête, qui pourrait aussi être le terreau propice à plus. Et la nouille que je suis, qui faisait les choses à peu près correctement jusqu'à présent, réalise à l'instant que je ne vous ai pas donné les mots-clés. On va y remédier tout de suite puisque les pistes pour cette sous-catégorie sont donc amitié, aventure, bande dessinée, anxiété, santé mentale et lumière. Je ne reviens donc pas sur ce qui a motivé mon choix pour Lightfall puisque c'est le roman graphique qui a inspiré cette sous-catégorie. En ce qui concerne New Again, je me suis plutôt appuyée sur les mots-clés amitié et lumière. Quant au premier tome du Manoir de Castle Cats qui est écrit par Alain Puisségur et publié aux éditions Scrinéo, je me suis basée sur mon intuition que c'était plus ou moins un genre de Harry Potter avec des chats, puisqu'on va être plongé en plein cœur d'une académie de magie féline, ce qui va sans doute me permettre de valider les mots-clés aventure, amitié et lumière. Et pour le pan un peu plus dark des mots-clés, j'ai jeté mon dévolu sur Tombée du ciel, l'un des romans de la rentrée littéraire signé par les éditions de l'Iconoclaste. C'est écrit par Alice Develay et toute l'intrigue est concentrée sur une jeune ado de 14 ans qui est internée dans un hôpital psychiatrique et qui nous plonge dans l'enfer qu'est son quotidien. D'ailleurs, si vous avez envie de m'entendre vous lire le premier chapitre de ce roman, sachez que sur Patreon, je viens tout juste de lancer un nouveau format capsule dans lequel je vous lis les premiers chapitres de certains romans qui se trouvent dans ma bibliothèque. Le premier épisode, c'est donc ma lecture des premières pages de Tombée du ciel. Je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, puisqu'on parle de Patreon, la transition est toute trouvée avec la prochaine sous-catégorie qui s'intitule « Je crois n'avoir songé qu'à vous seul », une référence très claire à Orgueil et préjugés de Jane Austen qui explique donc les mots-clés orgueil, préjugés, amour, célibat, classique, sarcasme, verve et satire. Et quoi de mieux pour valider cette sous-catégorie que Thérèse Raquin de Zola, le classique sélectionné dans le cadre du book club que j'anime sur Patreon, puisqu'en septembre le thème c'était les classiques et que c'est celui-ci qui a remporté tous les suffrages. On a attaqué la lecture commune le 2 septembre, donc vous pouvez toujours nous rattraper en cours de route. On débriefera d'ailleurs en live à son sujet le lundi 30 septembre. Et ai-je besoin de vous dire que Thérèse Raquin, c'est un roman qui a fait scandale au moment de sa publication, puisque ses contemporains l'ont trouvé absolument outrageux, dans la mesure où l'auteur y explore en profondeur et sans phare et sans fausse pudeur les désirs de son héroïne Thérèse, qui est prête à tout pour suivre son amant, quitte peut-être à terme à essayer de supprimer son mari. Cocktail parfait pour pimenter un peu l'automne, non? Et autre salle, autre ambiance, même si on reste un peu dans une forme de trahison assumée, avec mon choix graphique pour valider cette sous-catégorie qui ne sont autres que les 4 premiers volumes de Ranking of Kings, qui est un manga publié aux éditions Kiyun, dans lequel nous allons suivre les tribulations d'un petit prince chétif qui se retrouve en tête dans la ligne de succession, mais dont les contemporains refusent l'autorité précisément parce qu'ils considèrent que ce rôle est beaucoup trop large pour ses frêles épaules, et vont donc organiser sous son nom et sans son assentiment une forme de compétition pour essayer de lui trouver un remplaçant. Cette série tranche radicalement, que ce soit en termes graphiques mais aussi scénaristiques, avec ce que j'ai l'habitude de lire, mais je me suis laissée convaincre par le côté satire, sarcasme, verve, orgueil et préjugés qui collent parfaitement à cette sous-catégorie. Et voici venu le temps, non pas des cathédrales et seuls les plus vieux parmi vous auront la ref, mais plutôt d'explorer ensemble le dernier menu de ce challenge édition 2024 qui n'est autre que l'automne frissonnant. La première sous-catégorie s'intitule « L'esprit et le corps en un instant séparé se retrouvent et s'épousent pour l'éternité » et les mots-clés qui y sont rattachés sont Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insecte et comédie. Et outre un roman d'épouvante jeunesse en VO que j'ai repéré, qui est dans ma wishlist et que je compte acheter parce qu'il colle parfaitement à cette ambiance halloweenesque, j'ai jeté mon dévolu sur 2 romans de ma pile à lire qui se répondent. On est clairement sur une thématique commune qui s'appuie non pas sur les mots-clés fournis mais plutôt sur l'intitulé lui-même, avec cette dichotomie entre le corps et l'esprit qui se retrouvent séparés, on peut supposer au moment de la mort du trépas, ce qui explique et justifie à mes yeux en tout cas mon choix de lire en direct de la morgue un récit signé par Michel Sapanet qui est
médecin légiste et qui nous embarque avec lui dans son quotidien. Et un peu dans le même esprit mais avec plus d'humour et tourné vers la branche croque-mort, j'espère pouvoir enfin lire cette année Smoke Gets in Your Eyes, signé par Caitlin Doughty. Et quand je dis enfin, c'est parce que c'est un rescapé de ma pile à lire de l'an dernier qui pourtant me fait très envie, mais comme vous le voyez à chaque fois je prévois 1000 trucs donc je ne peux pas tout lire. Celui-ci est passé à la trappe, mais j'espère que cette année il passera plutôt à la moulinette. La deuxième sous-catégorie, c'est Fenêtres cassées, portes ouvertes, qui nous invite à nous plonger dans des ambiances d'horreur, de suspense, de huis clos, de pièges, de peur, de thriller ou de créatures. Pour ouvrir les hostilités en termes d'horreur et de suspense, je vais lire le très court roman La bouche pleine de terre qui est publié aux éditions Libretto, qui nous raconte l'histoire d'un homme atteint d'un cancer qui décide de revenir au Monténégro, là où il est né, et qui pendant son voyage va de façon un peu inexplicable descendre du train en marche pour finir son trajet à pied. C'est là qu'il va croiser la route de deux campeurs qu'il va éviter sans vraiment trop savoir ce qui a motivé son geste et son refus vis-à-vis de ces deux inconnus. Mais dès lors, l'angoisse lui serre les tripes et ce n'est là que le début d'une forme de récit hallucinatoire autour de ce qui nourrit et justifie nos peurs. Bien spooky, gothique et anxiogène comme on l'aime, j'ai la ferme intention de me plonger dans #Dracula Midnight Children, qui est la nouvelle série de manga signée par Sakamoto et publiée aux éditions Kiun. Si vous avez lu Innocent, Innocent Rouge ou même Ascension du même auteur, vous voyez très bien ce que je veux dire en termes de pattes gothiques à souhait. Alors couplé avec une réécriture vampirique, ça ne peut que vous donner la chair de poule. Et histoire de prolonger l'angoisse efficacement, je vais également lire le premier tome du Manoir de Lake's Edge qui est signé par Lyndall Clipston et publié aux éditions Hugo Roman dans leur label Stardust. Là, ça va me permettre de cocher les cases huis clos, créatures, horreur, épouvante. La preuve avec le résumé. Quand Violetta trouve refuge au manoir de Lake's Edge, elle pense tomber sur un monstre. Avec son jeune frère Arian, ils connaissent les rumeurs qui circulent sur Rowan Sylvanan. Il aurait, paraît-il, noyé toute sa famille alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Il y a des monstres dans ce monde. Rapidement, Rowan se montre très intéressé par les dons d'Arien, qui semble pouvoir parler aux ténèbres. Alors que les habitants du manoir s'agitent autour du lac, à coups de formules alchimiques, Violetta n'a d'autre choix que d'apprendre à connaître Rowan. Il y a des monstres dans ce monde. Elle découvre un jeune homme plus torturé et complexe que ce qu'on pourrait imaginer. Et surtout, qu'il existe une sombre magie qui règne sur les eaux noires du lac, dans le royaume d'en dessous. Il y a des monstres dans ce monde. Et celui-ci connaît mon nom. Je suis très intriguée et en plus si ça me plaît je pourrais enchaîner avec le tome 2 qui sort là tout prochainement. Avant-dernière sous-catégorie de ce copieux Pumpkin Autumn Challenge 2024. Elle s'appelle Le crâne qui parle et nous propose de nous plonger dans des lectures avec pour mots-clés gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière ou alchimie. Pour le graphique, j'ai tout misé sur le squelette avec Botanica Drama, un récit 100% pictural puisqu'il n'y a pas une once de texte et qui explore un monde dans lequel le soleil a décidé de ne plus se lever. Toujours dans l'ambiance squelette, je vais pouvoir avancer dans une saga avec le deuxième tome des enfants indociles qui s'appelle De brindilles et d'os. C'est écrit par Shannon McGuire, publié aux éditions Pygmalion. Cette série nous plonge dans les couloirs d'un internat qui recueille et accompagne des enfants, des adolescents, ayant traversé notre monde pour en découvrir d'autres avec des règles complètement différentes. Pour vous dire, la directrice aurait tout à fait pu recueillir Alice après qu'elle soit revenue du pays des merveilles, ou encore les enfants Pevensie une fois qu'ils seraient bien flingués après avoir visité Narnia. Vous voyez le genre? Ce qui est particulièrement malin dans la construction de cette saga, c'est qu'elle alterne d'un volume sur l'autre entre le fil narratif qui se déroule précisément à l'internat, avec les élèves, avec des enquêtes, des meurtres, des faux semblants, et de l'autre une immersion totale dans l'un des mondes qui a accueilli les pensionnaires. Ce qui va être le cas dans celui-ci puisqu'on va découvrir le monde macabre et funeste qui a accueilli les jumelles Jack. Trop impatiente je suis. Pour faire honneur à l'aspect sorcière de cette sous-catégorie, je vais lire, ou en tout cas, essayer de lire The Royal Coven qui est écrit par Juno Dawson, histoire dans laquelle on va suivre un clan de sorcières au service de la protection de la reine d'Angleterre, me semble-t-il, et apparemment c'est un récit de magie queer assez piquant. Et parce que si on en croit les anciens, plus on est de fous, plus on rit, j'ai glissé un autre roman dans cette sous-catégorie qui n'est autre que La Ballade de Hart et Mercy, qui est signé par Megan Bannon et publié aux éditions Milady, qui va me permettre de cocher les cases cimetière et gardien si je me fie au résumé. Hart est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Mercy, elle, n'a jamais un moment pour souffler.
Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres, au mépris d'abrutis comme Art qui semble avoir le don de se manifester quand elle n'a plus aucune patience. Après une énième dispute avec Mercy, Art écrit sur un coup de tête une lettre sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse. Une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime. Si seulement Art savait qu'il a mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante au monde, Mercy. Tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Mercy devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte que leur cher correspondant se trouve être leur pire cauchemar? Elise de la chaîne A Book and a Cup ne tarit pas d'éloges à son sujet et je suis bien décidée à lui faire confiance sur ce coup. Et nous arrivons enfin à la toute dernière sous-catégorie de ce challenge. Alors est-ce que je vous avais menti en parlant de pile à lire gargantuesque? Je crois pas. Pour clôturer les réjouissances, nous avons droit à une sous-catégorie qui s'intitule Des pancakes pour 11 et qui nous invite à nous plonger dans des univers de science-fiction, de dimensions parallèles, d'espionnage, d'extraterrestres et de super-pouvoirs. Pour le côté super pouvoir, je mise tout sur les tomes 3 et 4 de Evol, qui est une série de mangas signée par Atsushi Kaneko, publiée aux éditions Delcourt. Je vous en ai parlé dans ma vidéo bilan du mois d'août de l'année dernière, justement, quand j'avais lu 52 bouquins. Les 2 premiers tomes faisaient partie du lot, j'avais été bluffée graphiquement, mais aussi par l'ambiance poite et par toute la dénonciation sociale très contemporaine mise en place par l'auteur. Il était également dans mon top graphique que je vous avais publié sur Instagram, et il est enfin temps de lire la suite. Pour la dimension SF, dimension parallèle et même espionnage, je vais enfin découvrir le sublime texte Les Oiseaux du Temps, qui est écrit à 4 mains par Amal M. Motard et Max Gladstone, qui est un récit d'amour épistolaire entre 2 femmes concurrentes qui font partie de sociétés qui se combattent à travers le temps et l'espace, mais qui grâce à des lettres vont nouer une relation très forte. Et dernier roman, voire novella, je sais pas exactement, qui mise tout une fois encore sur le mot-clé science-fiction. Je vais lire Rose House, qui est écrit par Arkady Martin et publié aux éditions du Nouveau Millénaire, qui nous raconte l'histoire très mystérieuse d'un meurtre perpétré dans une maison qui était pourtant fermée hermétiquement, qui était censée être inviolable, impénétrable, et qui est dotée d'une intelligence artificielle qui chapeaute la propriété, qui va donc avertir les autorités et leur permettre de commencer l'enquête. Mon résumé ne lui rend absolument pas justice, mais promis, je me rattraperai quand il sera lu. Et voilà, ça y est, nous avons terminé. Vous avez maintenant une bonne idée de tous les livres qui vont m'accompagner durant le Pumpkin Autumn Challenge et les prémices de l'automne. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à partager votre propre pile à lire avec nous dans les commentaires, que ce soit les liens vers vos différentes chaînes ou réseaux sociaux, ou même une petite liste rapide de ce que vous pensez lire pendant le challenge. Et si vous êtes arrivé au bout de la vidéo mais que vous ne savez pas quoi commenter, je vous invite à laisser un petit emoji citrouille. C'est tout à fait dans le ton de saison et approprié, et ça vous permettra au passage de soutenir mon travail. D'ailleurs, en parlant de ça, je tenais à remercier très chaleureusement toutes les pradouillets et pradouillettes qui me suivent et me soutiennent sur Patreon. Si vous voulez des contenus exclusifs de ma part avec des vidéos inédites, des lives, un book club, des lectures à voix haute et une plongée dans les coulisses des projets que je suis en train de mettre en place, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme, tous les liens seront en description. Sur ces bonnes paroles, je m'en vais guetter vos conseils de lecture dans les commentaires, et en attendant de vous lire et de vous répondre, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!